Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Rosanna Puyol-Boralevi est poète, glore chez After Eight Books, éditrice, la maison d'édition Brooke, traductrice pour entre autres la revue Funambuliste, et collabore avec des artistes pour des expositions, des programmes de vidéos et de performances. Elle publie des traductions françaises d'ouvrages engagés et nourris par le féminisme et l'antiracisme, une littérature à la fois poétique et analytique. Elle vient aujourd'hui à la bibliothèque de la Villa Arson pour un nouvel épisode de « Une bibliothèque peut en cacher une autre », série où nos invités, en réponse à nos propositions, reconstituent leur bibliothèque personnelle et professionnelle. Bonjour Rosanna Puyol-Boralevi. Bonjour, Tristan et Marine. Aujourd'hui, je suis accompagné par notre stagiaire de décembre-janvier à la bibliothèque, Marine. On est très content de te recevoir pour la série Une bibliothèque peut en cacher une autre, où tu vas, avec les livres qui sont ici à la bibliothèque de la Villa Arson, reconstituer éventuellement le fond qui te représente le plus. Déjà, dans les rayonnages comme ça, il y a des choses qui t'interpellent. Oui, tout à fait, mais c'est un peu de la triche parce que moi, si je suis familière de la Villa Arson, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé ici avec Mawena Yewesi, et notamment pour l'organisation de 2 expositions qui ont eu lieu l'année dernière. To the Fire Next Time, une exposition collective, et Before There Were None, une exposition personnelle de Daniel Brathwaite-Shirley. Et à l'occasion de ces expositions, on avait proposé à un groupe d'étudiants, d'étudiantes de gérer un espace qu'on avait appelé la Study Room, qui était très lié à la bibliothèque et qui était un espace de travail, de consultation, de lecture, de brochures et tout ça. Et on avait fait une assez grosse liste pour la bibliothèque de propositions d'achat. Et donc je pense qu'il y a des choses aussi qui se retrouvent liées à ce travail-là, et notamment le premier livre que je vois que vous avez sorti, Les sous-communs, planification fugitive et études noires, de Stéphane Warny et Fred Moten, qui est une traduction collective et qui était vraiment un des points de départ avec Mawena de notre projet d'expo et de programmation publique avec des lectures, des performances et tout ça. Et qui est un livre que j'ai publié avec la maison d'édition que j'ai cofondée, Brooke. Donc vous avez aussi d'autres livres, donc c'est trop réjouissant de le voir. Tu es une familière de la Villa Arson, puisque tu disais que tu avais travaillé ici déjà avec Mawena. Là, cette semaine, tu es ici avec Sophie Rolando. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu pourquoi. Oui, et avec Vanina Géré aussi, on fait une semaine de traduction. En gros, d'ateliers de traduction autour d'un livre de 2 autrices qui s'appellent Sandra Ruiz et Hypatia Vourloumis. Et leur livre s'appelle Formless Formation, Vignette for the End of This World. Et la traduction d'extraits de ce livre est l'occasion de consulter, d'apprendre à partir de leurs textes, et de consulter pas mal de références qu'elles citent pour... à partir d'analyses, beaucoup de sons et peut-être de danse, de performance, de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de certains motifs comme la résonance, la vibration. Comment est-ce que ces motifs-là déterminent potentiellement une action collective révolutionnaire et émancipatrice. Et leur angle, c'est vraiment à visée anti-impérialiste. Et donc on travaille avec ce texte, et c'est l'occasion de parler plein d'autres choses qui ont trait à cette thématique-là, à partir d'une écriture qui est à la fois poétique et analytique, qui relève en même temps de l'essai et du poème, ce qui est quelque chose qui m'intéresse énormément. Comment est-ce que l'écriture, en termes de contenu, de forme, comment est-ce qu'on peut pas distinguer les deux, et comment les deux participent d'une activité émancipatrice, d'une recherche émancipatrice. C'est très intéressant parce que du coup ça fait un lien entre tes activités, et avant toute chose, j'aimerais juste que tu te présentes, tu te situes, et que tu nous parles un peu de toutes tes casquettes en fait. Oui, alors là je mentionnais l'édition peut-être, avec la maison d'édition Brooke qui est spécialisée dans la publication de traductions de textes parus depuis, disons, les années 90 jusqu'à... Le plus récent doit dater de 2013.
Et donc, c'est des textes que moi j'ai découverts via des artistes, amis anglophones et qui ont déjà un impact et une résonance immense là où ils sont lus. Et qui, forcément, l'étaient moins en France puisque pas traduits encore en français. Et donc, c'est des textes qui sont liés, par exemple, au féminisme, à l'antiracisme. Et principalement traduits depuis l'anglais parce que moi, je suis limitée à cette langue-là que je lis. Mais aussi du portugais du Brésil avec texte à lire à voix haute que je vois là sur la table, qui est une traduction collective comme beaucoup d'autres livres Brooke. Et voilà pour la maison d'édition, donc ça m'amène à parler de la traduction, qui est, c'est à la fois mon gagne-pain et une activité passionnante et d'enseignement, qui donne lieu à des moments d'apprentissage. Et notamment, je suis traductrice avec Virginie Bobin, Caroline Honorien et Amina Belghiti de la revue du magazine Funambuliste, que je vois aussi sur la table, et qui est fabuleux et qui sort en français depuis à peu près 1 an et demi et qui auparavant était uniquement publié en anglais et qui maintenant est aussi en espagnol. Et la traduction nourrit énormément aussi une autre facette du travail qui est l'écriture poétique. Et l'écriture poétique à la fois comme moyen, comme pratique quotidienne d'écriture, mais aussi comme lieu un peu de recherche en traduction, en comment se retrouvent dans la poésie plein d'autres lectures, via la traduction ou via la transcription de conversations. Et j'écris pas mal pour des artistes, des amis. Et par exemple, Sandar Tuntun ou Mona Varichon qui ont des pratiques sonores et de vidéo. Et pour moi, là, la poésie permet à la fois de parler de leur travail, de transcrire des conversations qu'on a pu avoir, ou juste de leur raconter des choses qui, je pense, les intéresseraient, mais qu'on n'a pas fait ensemble. Et de dire, attends, j'ai fait ça, c'était trop génial, ou j'ai vu ça, ou j'ai lu ça, c'était trop génial, et t'étais pas là, et donc moi, je veux te le raconter, et si je veux te le raconter, je veux aussi que ce soit en proximité avec ton travail et ton œuvre, et du coup, à l'occasion d'expositions, avoir ça qui accompagne des œuvres, ça peut être, en tout cas ça a été le cas et ça peut être chouette. Voilà. Donc là je crois qu'on avait vu à peu près toutes tes casquettes, traductrice, oui. Poétesse, oui. Éditrice. Et puis je travaille pas mal avec des artistes, en réalité assez peu depuis l'exposition qu'on a faite avec Mawena ici, mais quand même en tant que collaboratrice et interlocutrice et en organisant des programmes de lecture, de performance, des expositions. Très peu, mais quand même, ça a beaucoup compté. Ça compte beaucoup. Donc, Là, on est un peu en chronologie inversée. On parle de la fin. Ah. Moi, j'aime bien, dans cette série, Une bibliothèque peut en cacher une autre, revenir au début, au commencement, à la bibliothèque familiale, aux livres qui t'entouraient quand tu étais petite. Oui. Et est-ce que là, il y a des auteurs, des autrices qui te rappellent des choses, ou est-ce que tu peux nous dire quels sont les livres qui t'ont vraiment marqué, quoi. Ouais. J'avais beaucoup de livres chez moi, et déjà beaucoup de livres qui étaient les miens et ceux de ma petite sœur petite. On avait beaucoup de livres pour enfants, avec beaucoup de Loulou, Chien bleu, Les Trois Brigands, les classiques, quoi. Et puis des livres de Tommy Ungerer que je ne lirais jamais à mes enfants si j'en avais, comme Le géant de Zeralda, qui est quand même une petite fille qui se retrouve à faire à bouffer pour ce vieux criminel. Bref. Mais Les Trois Brigands, c'est Tommy Ungerer aussi. Oui, je sais, mais bon, on peut choisir. Et j'oublie... j'adorais Le géant de Zeralda, mais bon, bref. T'étais où, si tu te situes, on voulait te situer tout à l'heure... par rapport au thème que... Et là, du coup, géographiquement, t'étais... Ouais. Cette bibliothèque, elle était dans le centre de Paris, dans le Vers-Bastille, dans le 11e arrondissement. Okay. Et chez mes parents. Et donc, on avait beaucoup de... on lisait beaucoup de livres, et beaucoup de livres à voix haute. Et notamment pour aussi les changer, les chanter. Et ça, c'est un truc que j'aime. Que je fais toujours énormément, de lire à voix haute. Des textes que j'ai écrits ou écrits par d'autres. Et ensuite, en grandissant, il y avait beaucoup les livres qui étaient ceux du programme scolaire et qu'on lisait pour les exposés. Et moi, je me souviens d'avoir été hyper marquée par Romain Gary, d'avoir été hyper marquée par... Après, plutôt par des choses que je trouvais chez les parents de mes amis et chez les parents de mes copines dans leur bibliothèque. Et notamment, c'est comme ça que j'ai découvert Hervé Guibert et Marguerite Duras qui m'ont
pour le coup énormément marqué. Et chez moi, il y avait plutôt des traductions d'auteurs, pas d'autrices, américains, états-uniens. Beaucoup de Beat Generation, ce que j'ai adoré petite, et ce qui maintenant me donne beaucoup envie de vomir. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'étais fascinée par Kerouac et tout ça. Et je pense que c'est aussi beaucoup en réaction à cette bibliothèque-là que j'ai eu envie de publier des autrices qui n'étaient pas forcément publiées en France, etc. Tu parlais d'oralité. Est-ce que tu allais dans les bibliothèques autour de chez toi, à l'heure du compte, quand tu étais petite? Ah oui, beaucoup. Il y avait une super bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Fédherbe. Et c'est là que j'ai découvert l'école des loisirs, il me semble. Et il y avait toutes ces éditions, Mario de Muraille, avec ces histoires de frères et sœurs. Anaïs Vaugelade, qu'on a reçue au podcast. Ah oui, bah, elle, je sais, j'ai lu, mais tu vois, le nom me dit un truc, mais je sais plus quels sont les livres. Éditrice à l'école des loisirs aussi. Il y avait Le Passage aussi, j'ai oublié le nom de l'auteur. Loïc Suchard, je crois. Non, peut-être pas Suchard. Enfin, un livre qui, je sais, a marqué plein d'autres artistes avec qui j'ai pu en parler dernièrement. Et donc beaucoup cette littérature, ce serait un peu mon rêve d'ailleurs de réussir à écrire. Là, j'ai commencé à écrire des livres pour enfants et à publier des livres pour enfants. Et d'écrire des livres dits, je sais pas comment on appelle ça, pour ados. Mais cette espèce d'entre-deux de romans. Chez Brooke? Oui, avec Brooke, donc la maison d'édition, j'ai commencé une nouvelle collection pour enfants, qui n'est plus Brooke, mais Brookinette. Et avec Brookinette, du coup, j'ai publié un texte dont moi je suis l'autrice, et les dessins ont été faits par un artiste qui s'appelle Pablo Réol. Et là, on travaille sur un prochain qui sera un projet d'une artiste qui s'appelle Louise Siffer, qui s'appellera Nous avons décidé de vivre pour toujours, sur l'amour sur la mort et le cœur brisé. Je me suis trompée en disant l'amour. Mais bon, forcément l'amour, c'est l'amour et les cœurs brisés. La mort et les cœurs brisés. Donc, on peut rester juste un tout petit peu sur Brooke et te demander, là tu diversifies on va dire, est-ce que tu vas aller vers les romans purs aussi, la fiction pure ou pas? J'ai l'impression qu'il y en a déjà à l'intérieur de ce qui est publié chez Brooke. Et par exemple, dans Texte à lire à voix haute, qui est un ensemble de textes d'auteuristes principalement issus de l'art, mais pas que, et beaucoup de la performance du Brésil. Il y a donc 15 autoristes dans ce livre, et il y en a, notamment Jota Mombassa par exemple, qui écrivent de la science-fiction. Et je pense que... et Shulamit Firestone, par exemple, le livre Zone morte. Et c'est une série de petits récits, qui est beaucoup rangée dans les rayons romans. Je pense que les livres rentrent mal, soit dans à part peut-être Cécilia Pavone, qui est vraiment un recueil de poèmes. Et en réalité, non, il y a du roman dedans, de la nouvelle. J'ai l'impression que c'est déjà des livres, en tout cas que moi, ce qui m'intéresse, c'est de publier des livres qui vont faire de la théorie, mettons féministe par exemple, ou du manifeste sous la forme autobiographique ou du roman, ou comment est-ce qu'un poème contient une proposition politique très forte. Ces échanges-là, qui je pense n'en sont pas vraiment, parce que c'est pas vraiment des points distincts, mais en tout cas, c'est mon rêve de vraiment traduire des romans, par exemple. Ça, j'ai jamais fait. Et du coup, publier du roman, j'ai l'impression que c'est pas si différent. Je sais pas si c'est si différent que publier des essais, de la poésie, des recueils. Le roman me semble pas hyper loin. Et du coup, on parlait des Bonbons à l'anis, là, de Cécilia Pavone. C'est une coédition avec Varichon. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc Varichon, c'est la maison d'édition d'une artiste qui s'appelle Mona Varichon. Et en fait, c'est le premier livre qu'on fait en coédition ensemble, aussi parce qu'on l'a traduit ensemble, avec une troisième personne qui est autrice et curatrice, qui s'appelle Marion Vasseur-Ralui. Et donc on a traduit toutes les trois cette autrice argentine, et que Marion avait rencontrée à l'occasion d'un séjour en Argentine. Et par exemple, Cécilia Pavone, c'est vraiment de la poésie. Le CNL avait refusé de nous donner une aide, par exemple, pour ce livre, en disant que c'était anecdotique. Et moi, je trouve ça super. En fait, c'est très anecdotique, et en effet. Mais bon, on n'est pas d'accord sur comment est-ce qu'on voit l'anecdotique. Et puis, forcément, ça concerne aussi des récits d'amitié, pas mal d'amitié entre femmes, et de reconsidération de ce que peut être l'amour hétérosexuel et lesbien. Et c'est fait de manière hyper fine et anecdotique. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique avec ce texte. Et des super poèmes. Et elle est très drôle aussi. Ouais.
comment est venue l'idée de cette maison d'édition. De ce que je comprends aussi, c'est un peu la volonté d'hybrider aussi les formes des livres, de lier à la fois poésie, politique, et c'est donner à voir des choses aussi qui ont manqué dans les bibliothèques que tu as parcourues. Oui. Donc du coup, pourquoi cette maison d'édition ? Quelle est la spécificité de l'édition, d'avoir une maison d'édition associative ? Sur les financements, d'abord, la maison d'édition, d'abord, j'avais réservé une part d'économie personnelle et notamment, on va dire ça, pour, en fait, quand on commence une maison d'édition et que, en tout cas moi quand j'ai commencé, j'ai tout de suite fait une demande de subvention pour le livre de Laura Mulvey, donc qui est un livre de critique féministe du cinéma et au sens beaucoup plus large. Mais pour faire un dossier, et là c'était au CNAP, donc le Centre national des arts plastiques, sachant que le CNL n'aide pas les premiers livres, il faut avoir publié 3 livres en tant que maison d'édition pour demander une aide. Donc j'avais pas demandé le CNL mais le CNAP. Faut déjà avoir une maquette. Or moi je sais pas faire une maquette. Fallait déjà avoir un extrait de la traduction, déjà avoir les droits, je crois. Enfin, plein de choses qui demandent en fait de rémunérer les gens. Donc pour rémunérer les graphistes, qui sont toujours les graphistes de Brooke aujourd'hui, In the Shade of a Tree, que vous connaissez bien. C'est les mêmes à la Villa Arson. Oui. Et qui sont trop géniales. Du coup, il fallait déjà avoir une somme au cas où l'aide ne vient pas pour rémunérer les gens. D'où ces économies personnelles. Et en fait, l'aide a été attribuée au livre. Après, ça ne suffisait pas à tout payer, il me semble. Mais il y en a eu une suivante pour le livre de José Esteban Munoz, Cruz et l'Utopie, avec aussi une aide d'une fondation privée qui s'appelle Terra, donc qui n'aide plus les livres aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'ils vont s'y remettre à un moment. Enfin, il y a eu beaucoup, en fait, un gros soutien du CNAP, et ensuite quelques par livre. Le CNAP aussi, c'est par livre, d'autres structures. Et ensuite, pourquoi la maison d'édition, c'est ça ? Je pense que créer une structure, pour moi, c'était organiser un peu comment créer un espace-temps pour travailler avec d'autres personnes. Et du coup, comment aménager une économie pour travailler en groupe dans les meilleures conditions possibles. Donc déjà pour soi, comment est-ce que, sachant que les lieux de travail sont souvent des lieux d'harcèlement sexiste, que ce soit des écoles d'art ou d'autres structures, comment est-ce que créer sa propre structure, avoir une certaine autonomie, c'est souvent créer un espace de travail dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on peut choisir ses collègues, interrompre les collaborations de manière... Enfin, c'est juste une manière de peut-être plus choisir et aussi de se soustraire à un certain milieu du travail selon les tâches. Ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de travailler en institution dès que j'en ai l'occasion, pour des raisons et économiques et d'intérêt intellectuel, imaginaire, etc. Et ensuite, l'impulsion principale, c'était vraiment de mettre à disposition, et d'abord dans un contexte pédagogique, au sens large, pas que à l'intérieur des écoles, mais vraiment de l'école quotidienne, quoi, je sais pas comment l'exprimer, mettre à disposition des textes qui ont changé la vie de tellement de gens en termes d'émancipation liée au genre, à la race, à la sexualité, Enfin, comment mettre à disposition ces textes auprès d'un plus large lectorat. Parce que je pense que c'est super de les avoir en anglais, mais autant les avoir dans le plus de langues possible. Et les avoir en français, ça fait qu'ils peuvent entrer dans des programmes de cours, être enseignés, puis réfléchir en français à quelque chose, lire quelque chose en français. Je trouve que ça permet d'y réfléchir d'une autre manière que lorsqu'on lit quelque chose en anglais et qu'en fait... Moi, j'ai tendance à un peu cloisonner les pensées, où j'ai l'impression que je peux parler en anglais des choses que j'ai lues en anglais, mais j'ai du mal à lire... à parler en français de ce que j'ai lu
dans une autre langue. Et je trouve que c'est juste une manière tellement différente d'apprendre et de pouvoir partager, prêter les livres, les contester, les critiquer et créer une collection dans laquelle les livres aussi pouvaient être entrer vraiment en conflit, se compléter, se répondre. Ça m'intéressait aussi énormément d'essayer de développer ça un peu comme sur un mode curatorial en fait. Du coup, là-dessus, j'aurais aussi une autre question sur peut-être la traduction. Du coup, comment dire, qu'est-ce qui fait comment est-ce que tu as appris l'anglais aussi peut-être? Est-ce que c'est grâce aussi aux lectures ou ça s'est affiné parce que tu parles aussi de la spécificité de chaque langue? Ouais. Donc comment, de l'anglais, du brésilien, du portugais, etc., vous réussissez à ne pas trahir en quelque sorte ce qu'a voulu dire l'auteurice? Ouais. Là-dessus, avec Brooke, il y a beaucoup de traductions collectives qui ont été faites à 3, à 4 ou à plus d'une centaine pour le livre des sous-communs, auxquels j'ai participé ou pas. Et il y a aussi des traductions qui sont vraiment des œuvres beaucoup plus individuelles. Et par exemple, il y a un livre qui s'appelle La perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage, de Sadie Hartman. Et justement, vous avez sorti le livre de la traductrice Mabula Soumaoro. Et donc, Mabula Soumaoro a écrit la traduction de ce livre, qui est paru l'année dernière, et la préface du livre. Et dans la préface, elle parle beaucoup de comment elle a traduit. Et en fait, elle a beaucoup approfondi ce propos dans un autre podcast, Kif Taras, qui est intitulé « Traduire la race sans la trahir », et qui, du coup, je pense, répondrait 10 fois mieux que tout ce que je peux dire sur la question de la trahison. Et je vous invite vraiment, au-delà de l'espace entre le micro et nous, à l'écouter parce que c'est vraiment fascinant de l'entendre parler de son rapport au savoir et de pour quelles raisons on en arrive à traduire un texte ou pas et du coup travailler ensemble et qu'elle soit l'autrice de la traduction de La perte de mer de Sadie Hartman, je pense que c'est vraiment une chance fabuleuse pour le texte parce que par exemple elle parlait ayant traduit seule, elle était néanmoins énormément en conversation avec avec toutes ses lectures, ses écoutes. Et elle raconte comment elle a pu traduire certains termes grâce à des lectures très spécifiques, que ce soit Marie Scondé, Aimé Césaire, et comment dans l'œuvre de certaines autres auteuristes, elle a pu trouver les clés de traduction de ce texte depuis l'anglais vers le français. Et l'anglais, j'ai appris en vivant en Angleterre. J'ai habité 4 ans en Angleterre avant de revenir en France et de créer la maison d'édition Brooke 1 ou 2 ans après. Et c'est notamment là que j'ai découvert beaucoup de textes sur lesquels qu'on a publié avec Brooke. Donc, moi, j'aimerais bien savoir le moment où tu trouves un texte et tu vois la lumière et tu matérialises ton rêve d'édition. Tu dis c'est ce texte qui va être fondateur et qui va me permettre de monter Brooke Édition. C'est lequel? En fait, ça n'existe pas parce que c'était un peu... je me souviens plus exactement quels ouvrages et dans quel ordre ça s'est fait. Mais en fait, pour publier un livre, donc moi, c'est des livres avec Brooke qui sont déjà parus avec d'autres maisons d'édition. Du coup, le processus, c'est c'est contacter la maison d'édition de la publication dans sa langue, leur demander si les droits sont disponibles, si c'est encore la maison d'édition qui gère les droits, parce que ça peut être aussi un agent ou l'auteurice, elle lui-même. Et du coup, j'avais contacté plusieurs maisons d'édition pour plusieurs livres. Et il y en a où les droits étaient encore disponibles, mais en conversation avec des maisons d'édition beaucoup plus établies, ou juste établies. Et moi, j'avais encore rien publié. Et donc, les livres sont sortis il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et là, et du coup, en fait, il s'est trouvé que Laura Mulvey, Fétichisme et Curiosité, c'était l'un de ses premiers livres où je m'étais dit, mais ce serait juste fabuleux de traduire ce livre et de le sortir en français. Mais donc, ça a été le premier livre, mais pas par choix, évidemment. Et puis, c'était génial de lancer la maison d'édition avec Laura Mulvey parce que je pense que c'est une philosophe tellement importante aujourd'hui. Elle a fait des films fabuleux.
On les a sous-titrés, du coup on a organisé des projections. Elle est venue parler de son travail et d'autrice, de chercheuse, de militante et de cinéaste. Elle était hyper enthousiaste. D'avoir quelqu'un comme Laura Mulvey qui dit ah ouais c'est super, franchement c'est hyper encourageant. Tu organisais des séances de cinéma au sein de Brooke Éditions, c'est ça? Avant d'être une maison d'édition, Brooke c'était un autre projet de collaboration avec une curatrice basée à Londres justement qui s'appelle Roisin McQuirth. Et toutes les deux on organisait des projections de films d'artistes dans des programmations de galeries ou d'artistes run space. Et du coup il y a eu des projections à Glasgow, dans une galerie qui s'appelle Céline, qui est un artiste run space génial. Puis à Rome, à Bruxelles, dans différents petits espaces. Mais le film reste vachement important et je trouve que, je sais pas dans quelle mesure c'est un hasard, mais en tout cas, donc Laura Mulvey fait des films. Le dernier livre qu'on vient de sortir chez Brooke, c'est un livre de Jill Johnston. Et c'est un projet qui est à la fois un livre, une pièce de danse, une exposition et puis un film. Et un film de Aminata Labor et Pauline El Boulba, qui est une espèce de fiction documentaire très drôle et très dure et magnifique sur cette autrice, militante lesbienne, critique d'art, danse. Et donc c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir montrer montrer les livres, de parler des films et montrer des films, de parler des livres et montrer des films. À côté aussi, parce qu'il n'y a pas une grande différence, il y a beaucoup de moments de lecture, et dans les films de Laura Mulvey et dans le film de Jill Johnston. Et je pense que ça communique, quoi. Alors, hier, on a posé une question sur Instagram. Est-ce que les étudiantes, tout le monde voulait te poser des questions et on a reçu 2 réponses. Donc, il y a Gilles Lec, que tu connais. Oui. Et Christelle Alain, que tu connais aussi, oui. qui t'ont posé des questions. Alors, je fais l'intermédiaire. Ouais. Parle-nous des relations qui se tissent à travers la traduction collective avec Brooke et Funambuliste et ailleurs. Première question de Gilles. Franchement, y a des relations qui changent vraiment la vie, dans le sens où se rencontrer en traduction collective, c'est quand même un drôle de truc, parce que rencontrer quelqu'un en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire tel détail de tel texte, c'est avoir une conversation sans se connaître, comment dire. En fait, je trouve ça hyper émouvant de parler de ça parce que, moi, j'ai presque l'impression de faire de la traduction collective aussi pour me faire des amis. Et du coup, de se rencontrer autour de questions très spécifiques liées à un engagement politique qui reste quand même très délicate parce qu'on parle souvent de sa propre expérience ou de choses qui nous animent très fort et qui sont des mouvements très dangereux dans le monde. Par exemple, Les Sous-Communs, c'est un livre qui vient décrypter les outils du capitalisme racial, et du coup rencontrer quelqu'un et pas de se dire ah salut, comment tu t'appelles, mais de se dire ah ça veut dire quoi la logistique dans le contexte de l'esclavagisme et comment est-ce que ça existe encore aujourd'hui. Ça installe des rapports assez étranges et intenses, il me semble. Et je crois qu'il y a des amis, que ce soit pour moi ou plein d'autres, des amitiés hyper décisives qui se sont développées lors de ces ateliers de traduction. Et par exemple, un artiste avec qui je collabore énormément, qui s'appelle Sandar Tuntun, on s'est rencontrés lors de la traduction des Sous-Communs. Et on a continué à travailler à développer cette relation, et dans le travail et dans l'intimité. Et Mawena Yewesi, on s'est beaucoup rencontrés dans la traduction aussi. The Funambuliste, c'est beaucoup moins collectif comme travail, parce qu'on se répartit les textes et après on se relit les unes les autres. Mais il se trouve qu'on travaille sur des Google Docs et que dans la marge, il y a toujours les petits commentaires qu'on a quand on se relit. Et avec aussi l'éditeur Léopold Lambert, et toutes ces conversations qu'on a sans... là, on se connaissait avant de commencer la traduction, mais c'est vrai que c'est des échanges... qui sont quand même très excitants sur quel terme choisir. Sa première question est en lien avec la deuxième, où le deuxième, il te demandait comment cela travaille ta propre pratique de l'écriture dans ta poésie ou dans tes échanges écrits avec d'autres. Ah oui. Et justement, ces moments de traduction collective, pour moi, c'est souvent des moments de prise de notes un peu effrénés,
où j'ai l'impression que jaillissent des uns, des unes et des autres des phrases qui peuvent tout autant changer le monde que le contenu des textes qu'on est en train de traduire. Et du coup, j'aime bien écrire ce que disent les autres, écrire aussi ce qu'on mange, ou n'importe quoi qui est un peu voisin de cette activité-là. Et du coup, il y a pas mal de textes. Là, par exemple, mon livre, j'ai sorti un livre il y a peu de temps qui s'appelle L'or. Et une grande partie du texte correspond à des moments de traduction de Jill Johnston, donc de traduction à 4 cette fois, et aussi de répétition du spectacle de Pauline et Aminata, avec qui on faisait la traduction. Et c'est des moments il y a du coup plein de choses qui sont sorties du spectacle, qui sont dans les répétitions, mais qui sont plus dans le spectacle final. Plein de choses qu'on va dire en traduction collective qui ne sont pas dans le texte final. Or, il y a un processus trop fascinant. Enfin, je trouve que c'est un bon outil en fait de donner la transcription de ces moments-là, peut-être. Et puis ça fait écrire aussi, tout simplement, d'entendre parler. Et c'est aussi une question de rapport à... Je sais pas si c'est vraiment une question de rapport à l'archive, mais de se dire que dans quelle mesure est-ce que... j'ai l'impression que mes amis disent des trucs fabuleux un peu en permanence. Enfin, ou du moins très souvent. Enfin, très souvent, pas du tout fabuleux, évidemment, mais très souvent des trucs où je me dis « Waouh, t'as dit ça, quoi ?» Et l'écriture, c'est quand même... ça a une place... c'est un bon outil de conservation. Mais en tout cas, pour revenir au lien peut-être entre la poésie, les ateliers de traduction et les relations qui se tissent lors des ateliers de traduction, il y a aussi plein de gens qui se sont rencontrés en atelier de traduction, qui ont ensuite collaboré sur des films, de la musique, parce que je pense que la traduction demande, en tout cas non professionnelle telle qu'on la pratique, permet énormément d'expérimentation aussi sonore, en termes de récit d'image. Et je pense que c'est un terrain hyper propice à l'imagination de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. Ah mais toi tu fais ça, moi je fais ça. En fait on fait de la trad ensemble, mais en réalité on pourrait aussi faire un film et tu pourrais faire le son, ou de la danse, ou c'est vraiment un passage aussi, l'atelier de traduction. Et c'est pour ça que c'est aussi des moments qui prennent beaucoup de temps, dans le sens où on traduit, les sous-communs étaient traduits. Ça a pris 3 ans la traduction. Et en réalité, c'est aussi parce qu'on était... c'était complexe, mais c'est aussi parce qu'on était lente, et qu'on n'hésitait pas à passer du temps à écouter de la musique, à essayer de comprendre plein de choses qui faisaient le livre, mais aussi à imiter un peu la manière dont les auteurs vont proposer le fait de traîner, d'être amis, d'écrire ensemble et comme mode de création. Et du coup de se dire vas-y, on peut faire pareil, on va faire un repas vraiment délicieux. On mangeait très bien pendant les ateliers de traduction et c'était hyper important. Ça revient souvent en tout cas. La nourriture spirituelle et terrestre. Est-ce qu'on ne parlerait pas tout de suite d'une autre aventure collective qui se trouve au fond du Rhénage et qui est le petit journal La Pastèque? La feuille de chou. Ça se dit encore? Alors La Pastèque, c'est un journal. Là, on a sous les yeux le premier numéro qui est gratuit et pour lesquels, en fait, on s'est réunis à une quarantaine de maisons d'édition indépendantes. C'est un journal fait par des professionnels du livre. Et c'est marrant parce qu'en le disant, je me rends compte que je me considérais pas vraiment comme professionnelle du livre, mais go. Et donc traductrice, autrice, correctrice, éditrice, plein d'activités différentes. Et en fait, on se demandait comment, est-ce que nos connaissances, nos savoirs, nos outils du champ du livre peuvent être mis à disposition d'une lutte anticoloniale, précisément pour la libération de la Palestine et contre, en se disant, ça fait plus d'1 an de génocide à Gaza, et comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'il y a des choses qu'on sait déjà, qu'on peut mettre... qu'on peut activer,
Et déjà, un réseau, par exemple, on s'est rendu compte en termes de distribution, qu'en étant beaucoup de maisons d'édition, en fait, les éditorialistes et les autres se déplacent beaucoup. Et du coup, en une semaine, le livre était à Nantes, à Bruxelles, en Suisse, là maintenant à Nice. Et en fait, en termes de diffusion, il y a en fait des choses assez simples. On a choisi de publier un petit guide de résistance en bibliothèque. Donc pour donner des outils en tant que bibliothécaire, c'est quelles sont les possibilités. Et puis j'espère qu'on pourra surtout faire grossir ce guide aussi pour d'autres professionnels du livre, éditoristes, etc. Et on a publié de la poésie de 2 autrices palestiniennes qui avaient été traduites pour une lecture à la Maison de la Poésie à Montreuil. Puis il y a un édito, puis il y a surtout la traduction en fait de l'appel qui avait été publié à l'initiative de Verso et qui était au départ de Publishers for Palestine. Donc je crois que c'était le 24 octobre 2023. Et non, le 3 novembre 2023. Et donc on a décidé de traduire cet appel. Voilà. Et puis donc on commence à travailler sur le prochain numéro. On publiait des extraits d'auteuristes palestiniennes, des extraits, un entretien, ce serait génial, extraits de romans, voire faire une petite liste de conseils de lecture, qu'est-ce qui vient de sortir. Par exemple, je crois qu'il y a les éditions Libertalia qui ont sorti un recueil de poèmes de poétesses de Gaza qui est peut-être même pas encore dans la liste qu'on a publiée ici. Enfin, du coup, on essaye de se renseigner pour voir ce qu'on peut diffuser avec ce qu'on sait faire et ce qu'on fait. Et pour le financement, on s'est tous et toutes réunis pour que chacune de nos structures verse entre 40 et 100 euros selon les moyens. Et donc, on a pu tirer à 10 000 exemplaires. Et donc, c'est gratuit, distribué en librairie, dans des lieux militants, voilà. Sur la diffusion, justement, notamment la pastèque ou même les livres édités par Brooks, oui. Est-ce qu'il y a une sorte de maison mère? Où est-ce qu'on vous trouve? Est-ce que, vu que c'est beaucoup lié aussi aux rencontres, aux amitiés, voilà, où est-ce qu'on peut rencontrer vous? Oui, Brooks, la distribution, il y a un distributeur qui s'appelle Les Presses du Réel. Et c'est aussi une maison d'édition, mais c'est aussi le distributeur de beaucoup de maisons d'édition, Les Presses du Réel. Et donc c'est eux qui se chargent de mettre les livres en librairie et de faire les expéditions et tout ça. Et de travailler auprès des libraires. Et moi, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup, de parler des livres en librairie, de trouver un peu un prétexte pour dire « Ah, bonjour !» Il y a ce livre-là que vous avez sur la table, il y a aussi ça, moi je suis éditrice de ça. Enfin, trouver un peu, c'est un peu dur parfois d'oser parler de la maison d'édition quand on ne connaît pas une librairie et tout ça. Puis ensuite, il y a plein de lancements en librairie et de conversations. Par exemple, Maboula Soumaoro a énormément accompagné le livre À perte de mer de Sadie Hartman en faisant des ateliers sur la traduction, la musique, des présentations plus classiques en librairie, du coup plein de formats comme ça de conférences sur le lien entre sa pratique à elle et la pratique de l'autrice. Elle avait fait une conférence magnifique au Centre national de la danse à Pantin, invitée par Elsa Dorlin sur son intervention s'appelait Traduire la violence, et elle avait lu tout un extrait du livre À perte de mer, mais aussi un texte qu'elle avait écrit qui était magnifique et étrange parce qu'elle s'interpellait elle-même en se disant « Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu traduis? C'est quoi ton apport ?» Enfin, j'ai plus ces termes en tête, mais c'était vraiment une intervention magnifique et qui est en ligne. D'ailleurs, on peut l'écouter sur le site du Centre national de la danse, du CND. Et donc, pour moi, c'est hyper important d'accompagner les livres une fois qu'ils sont sortis. Et que la sortie du livre, c'est vraiment pas l'aboutissement. Et pour la pastèque, c'est complètement différent parce que la pastèque n'a pas d'ISBN. Et c'est gratuit, c'est pas distribué par des canaux habituels en fait. C'est vraiment en arrivant à l'école, voir s'il y a des étudiants et étudiantes que ça intéresse. Est-ce que tu voudrais les déposer quelque part? Est-ce que distribuer en manif? Oui, on m'a dit oui, je peux les mettre aux parleuses. Super. Là, la librairie Vigna qui en prend quelques-uns. Enfin, c'est vraiment plus nos connexions, chacune des éditoristes, c'est bouche à oreille
et qui veut bien en prendre, organiser quelque chose. Là, il y avait une des maisons d'édition très active dans le projet qui s'appelle Shed, qui est vraiment une maison d'édition super basée entre Marseille et Paris. Et là, elles étaient au Caire pour la foire de livres d'art du Caire. Et donc, elles ont amené la pastèque. Enfin, voilà, ça voyage, ça se distribue comme ça, au fil des endroits où nous, on se trouve, en fait. Et ouais. Par pérégrination, un peu. Oui. Je pense qu'on pourrait conclure sur peut-être tes projets Oui. en cours et futurs, d'éditrice, de traductrice, de poétesse, de tout ce que tu veux. D'accord. De traductrice, là, j'y pense parce que c'est vraiment en cours. On vient de terminer la traduction du prochain numéro du Funambuliste qui sortira en janvier et qui est autour de la nuit. Et qui est un numéro... au lieu de cette traduction, moi, j'ai découvert que la nuit peut envoyer plus loin que le jour. Et ça m'a énormément... ça m'a fait plaisir de me rendre compte de ça. Et puis, évidemment, pas que ça. C'est vraiment un numéro sur la nuit comme lieu et outil de résistance anticoloniale. Et qui est magnifique. Et puis là, on s'apprête à traduire le prochain numéro. Et c'est vrai que pour moi, le Funambuliste, c'est vraiment particulier parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure école à laquelle j'ai jamais souscrit, même si c'est le contraire parce que c'est elle qui m'emploie. Mais en tout cas, en termes d'apprentissage, c'est juste extraordinaire de travailler pour ce journal et d'avoir la chance de traduire des articles qui très souvent racontent comment... les autoristes racontent très souvent comment elles ont accès au savoir. Et du coup, on va comprendre soit quel est le lien direct de la personne et de ce dont elle et de son sujet, parce que ça va être par exemple une chercheuse autrice qui parle de l'art de la pratique artistique de son père ou de sa tante ou bien de comprendre que c'est un chercheur qui travaille par exemple sur les soulèvements en prison, sur un soulèvement en particulier et qui explique que s'il travaille en tant que chercheur sur ce soulèvement, c'est pour étayer le propos des activistes qu'il a pu rencontrer et grâce auxquels il a découvert comment ça s'était passé. Et donc ça, c'est quand même, en termes de méthodologie, de recherche, d'écriture, c'est hyper inspirant. Et puis après, j'écris de la poésie un peu... j'espère pouvoir travailler sur... continuer à écrire de la poésie, parce que j'ai l'impression que c'est toujours un peu miraculeux. Et c'est super. Et puis avec Brooke, on travaille avec Eve Gabrielle Chabanon à la publication d'un recueil de poèmes de Justin Chin, qui sera aussi une traduction collective. Et voilà. Et puis surtout les livres pour enfants aussi avec Brookinette. Donc ça, c'est marrant. Puis à écrire, c'est super. Mais c'est vrai que la poésie, j'aimerais bien faire un autre livre. Parce que c'est réjouissant et surtout faire un livre, pas pour faire un livre, mais parce que faire un livre, ça veut souvent dire l'accompagner. Et donc que ce soit avec Brooke ou avec ses propres publications. Et du coup, moi, c'est l'occasion de lire à voix haute et j'adore lire à voix haute. Donc voilà, plus de lecture. Peut-être aussi un conseil de lecture avant les fêtes, là, pour mettre sous le sapin. Et peut-être d'une maison d'édition qui Ami. On les a pas cités, on a parlé tout à l'heure de Libertalia, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et peut-être tu as eu récemment un coup de cœur pour un livre. Oui, il y a un livre que je veux lire, je l'ai pas lu, donc mais je l'ai commencé, mais j'aimerais bien continuer à le lire. C'est Habiter l'indépendance, qui est un livre publié par Shed, donc cette maison d'édition dont je parlais un peu plus tôt, et qui a aussi publié un autre livre qui est fantastique, qui s'appelle Pédagogie antiraciste, et puis plein d'autres livres qui sont super. Et puis des livres pour enfants aussi. Et sinon, sinon j'ai fini il n'y a pas longtemps le livre L'Éden à l'aube de Karine Catan, qui est juste fabuleux, qui est publié par une maison d'édition qui est à Tunis, qui s'appelle Elisade. Et puis, je sais pas quoi d'autre. Je me demande... Ah oui. Bref. Je viens de finir un livre, mais j'ai pas envie d'en parler. Enfin, il m'a un peu énervée. Et là, je suis en train de lire un livre d'une autre maison d'édition, Ami, qui s'appelle Burnout, et c'est le livre d'Alexis Pauline Gums, Non noyé. Et puis c'était bien de le lire maintenant pour moi, parce qu'elle parle
énormément de la respiration, je crois, comme moyen de communication, mais pas que. Je réfléchissais à ça. Aussi pour le workshop qu'on fait cette semaine à la Villa Herson avec Sophie Orlando. Au passage, en parlant des éditions Burnout, on fait un petit coucou à Théophile Ducreux qui a eu le prix du roman gay et qui a publié chez eux son livre l'année dernière. Rose de rage. Rose de rage. Qui est trop génial. Et qui est rose paillette, la couverture. En plus, il est trop beau. Il est trop génial. Merci beaucoup, Rosanna. Merci, Marine. Merci à vous. Voilà. Merci. Ciao. Et à la prochaine pour la série Une bibliothèque pour en cacher une autre.